j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on attend 2 petites minutes avant de commencer, j'ai un truc technique à faire et puis je vous dis à tout de suite. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, désolé pour ce petit retard, j'étais en même temps qui a fonctionné, donc pour une fois, je m'en sors plutôt pas mal alors que je ne suis pas un grand technicien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats et à leur cabinet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les avocats à atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, on fait de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Ça, c'est pour ma part, on met ça de côté. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir traiter d'un sujet, qu'on aborde depuis maintenant un petit moment et qui ne faisait pas partie de notre scope d'intervention au départ. C'est finalement le rôle des collaborateurs au sein des cabinets d'avocats. Et donc là, le webinaire de ce soir s'intitule modestement Redéfinir le rôle des collaborateurs au sein des cabinets d'avocats. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir des cheveux blancs, j'ai pas la prétention de refaire l'histoire, ni de pouvoir donner des vérités absolues. Mon objectif, c'est pas celui-là. Mon objectif, c'est de pouvoir vous restituer du fait de ce qu'on fait au quotidien chez Anomia ou de ce qu'on peut voir, des avocats avec lesquels on peut discuter, des cabinets dans lesquels on intervient, qu'on puisse finalement voir où sont les problèmes, voir ce que font les collabs et essayer de réfléchir ensemble à des possibilités qui pourraient être pertinentes finalement pour redéfinir le rôle des collaborateurs. Alors, l'objectif du jour, ça va être de passer par plusieurs points. Ça va être un petit peu de voir qui étaient les collaborateurs il y a encore 20 ans. Promis, je ne vous fais pas une étude historique, ce n'est pas du tout l'objectif, ça va être ultra opérationnel. De voir ce qu'ils font aujourd'hui, concrètement, de savoir ce qu'ils attendent et derrière de pouvoir voir en fait, quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer ou en tout cas que les cabinets pourraient proposer pour être attractifs à deux égards, pouvoir attirer de nouveaux talents au sein de leur structure et deuxième chose, pouvoir conserver les collaborateurs qui travaillent déjà chez eux au sein de leur structure. Donc, si ça vous va, c'est parfait, on peut y aller. Et si ça ne vous va pas, je vous souhaite à tous une belle soirée. Petit disclaimer avant de commencer, je suis désolé, je suis quasiment aveugle. Donc, si vous posez des questions au cours du live ou du webinaire, je ne pourrai pas y répondre en temps réel. Par contre, je les prendrai à la fin si vous en avez. Alors déjà, il faut vraiment qu'on voit quelque chose, c'est que nous, en fait, on s'intéresse à ce sujet pour une simple et bonne raison, c'est qu'on intervient en conseil, majoritairement sur du développement commercial ou du positionnement d'activités. Et beaucoup de cabinets d'avocats se plaignent en ce moment dans les discussions qu'on peut avoir en off, hors nos missions, sur leur incapacité à recruter. Et ils nous expliquent qu'en réalité, ils n'arrivent pas à recruter parce qu'il n'y a pas de candidats sur le marché, parce que les collaborateurs ne veulent pas changer de structure, parce que finalement, les temps sont difficiles et les collaborateurs sont en position de force. Il y a quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux dans ces propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, les collaborateurs sont en position de force parce qu'il y a pléthore d'offres sur le marché et que le collaborateur, du coup, a la possibilité de sélectionner le cabinet qu'il va rejoindre ou de rester dans le cabinet dans lequel il est aujourd'hui avec des critères qui sont plus importants que ce qui pouvait être pour le passé. Ce qui est vrai, par contre, ce qui est faux, par contre, pardon, c'est que les collaborateurs, il y en a sur le marché. Je peux vous donner un aspect théorique.
c'est qu'on vient de faire un travail sur LinkedIn grâce à un de nos amis qui travaille de temps à autre avec nous, qui a vu qu'il y avait 5800 personnes qui avaient changé d'entité sur la dernière année. Alors, c'est des chiffres qui sont à mettre entre guillemets pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a les élèves avocats qui ont intégré des structures, qui ont peut-être changé de cabinet, parce qu'en réalité, s'ils n'ont pas été pris dans leur stage final, il y a de grandes chances qu'ils aient pu changer de structure. Et donc, eux, on les laisse de côté. Donc, on ampute à peu près 2000 sur ces 5800. Il en reste quand même 3800. Sur ces 3800, il faut faire attention aussi à quelque chose, c'est qu'il y a des avocats qui ont soit quitté la profession pour rejoindre une entreprise, qui ont soit cessé d'exercer. Mais sur le reste, il doit bien rester à peu près, au vu de nos estimations, c'est bien sûr des estimations à la louche, lorsque j'aurai les chiffres précis, je vous les donnerai, 1500 collaborateurs qui ont changé de structure cette année. 1500 collaborateurs, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on recherche sur des collaborateurs expérimentés, on voit qu'il y a 1500 profils qui ont changé de cabinet. Sur 70 000 avocats présents en France, sur à peu près 45 000 structures. Donc, en réalité, il y a du potentiel, il y a des avocats à aller chercher, et derrière, il n'y a pas, entre guillemets, d'impossibilité à recruter des collaborateurs. Des collaborateurs, il y en a sur le marché. Tout dépend de ce qu'on leur propose. Alors, travailler avec eux. Vous êtes peut-être aussi collaborateur sur ce webinaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents. Un collaborateur, je vous parlais en termes business, c'est quelqu'un qui va surtout être utilisé en termes de production au sein de l'activité de cabinet d'avocat. On a schématiquement l'avocat associé qui va chasser des clients, qui va en chercher, qui va approvisionner la structure avec des deals, avec des contentieux, avec des opérations. Et derrière, les associés qui vont travailler sur la stratégie du dossier, les counsel, collaborateurs seniors qui vont prendre des parties stratégiques, mais aussi de l'opérationnel à haute valeur ajoutée. Et derrière, les collaborateurs plus juniors jusqu'aux stagiaires vont s'occuper de l'opérationnel, du day-to-day, et également des recherches qui vont pouvoir être effectuées. Donc, il faut bien comprendre que le collaborateur, c'est vraiment le nerf de la guerre du cabinet d'avocats. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas d'associé, vous n'avez pas de business, donc il ne peut pas avoir de collaborateurs. Mais par contre, s'il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas de production. Et il n'y a pas non plus d'activité rentable. Pour une simple et unique raison, c'est qu'en réalité, si l'associé va chasser de son côté, puis va produire, les taux de rentabilité qu'il va pouvoir obtenir, excepté des cas rarissimes où derrière on est vraiment sur de la très haute valeur ajoutée qui peut se facturer très cher, en réalité, on va être sur des taux de rentabilité qui vont être de l'ordre de 30 ou 40%. Alors qu'avec une équipe bien structurée, on peut monter, moi le plus haut que j'ai vu pour l'instant, c'est un taux de rentabilité à hauteur de 80% sur la globalité de l'activité. Donc, on a des possibilités d'aller chercher avec une équipe bien structurée des taux de renta pour votre activité, prestations à haute valeur ajoutée, intellectuelle. On a la possibilité d'aller chercher de beaux taux de rentabilité. Mais pour ça, il faut des collaborateurs. Donc, on repart du postulat de départ. OK, aujourd'hui, les collaborateurs, ils font quoi? Aujourd'hui, les collaborateurs, ils produisent. OK, donc il y a quelques années, on pouvait aller chercher des collaborateurs sous un modèle qui était très simple et qui existe encore aujourd'hui, sous un modèle up or out. Ces modèles, c'est quoi? C'est on vous propose une rémunération très importante, mais en échange de ça, on vous demande un investissement total à destination du cabinet. On voit ça dans les gros cabinets américains, on voit ça dans les cabinets du Magic Circle, on voit ça dans les gros cabinets français. On a des rémunérations qui avoisinent 100 000 euros et qui ont même dépassé 100 000 euros en première année de collaboration. Mais par contre, on a une dépendance. Je fais attention, je vais être entre guillemets cru dans mes termes. C'est pas forcément ce que je pense, c'est pour tirer le trait entre guillemets de ce qu'on peut voir. On est dans une quasi-dépendance du collaborateur au cabinet. Dans certains cabinets, les horaires n'existent pas, les jours fériés n'existent pas, les week-ends sont une fantaisie, mais derrière, c'est clair dès le départ, c'est-à-dire que c'est le deal. C'est vous tapez 100 000 euros en première année, vous avez un bonus possiblement à la fin de l'année de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 en fonction des cabinets dans lesquels vous allez pouvoir aller. Mais derrière, par contre, il ne faut pas espérer avoir une vie privée. Il ne faut pas espérer pouvoir réellement développer sa clientèle. On peut prendre quelques dossiers par-ci par-là pour se faire la main, pour travailler entre guillemets sans filet, mais il ne faut pas espérer derrière pouvoir égaler sa rétrocession avec le chiffre d'affaires pour la clientèle perso qu'on va avoir. Ça,
quoi qu'il arrive, ça ne correspond pas à tous les collaborateurs, ça correspond à une minorité de collaborateurs et ça correspond également à une minorité de cabinets d'avocats. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème si vous n'êtes pas en mesure de payer 100 000 balles pour avoir un collaborateur première année. Ce n'est pas pour ça que vous n'aurez pas de collaborateur. Donc ça, premier modèle, up or out, c'est-à-dire qu'en fait, on vous épuise, vous montez, si vous arrivez à résister physiquement, si vous arrivez à atteindre le niveau technique qui vous est demandé, si vous arrivez à progresser au sein de la structure, vous avez un boulevard devant vous qui va vous permettre, au fur et à mesure des années et entre guillemets de votre dévotion à la structure, mais aussi des compétences techniques que vous allez acquérir, parce que nécessairement, vous travaillez énormément, et derrière, vous allez monter très fortement en technicité. Derrière, vous aurez la possibilité, si vous commencez à développer du chiffre sur la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e année, et ainsi de suite, de devenir associé en fonction des critères qui ont été fixés par le cabinet. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est une possibilité qui est beaucoup plus large. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça correspond à tous les autres cabinets d'avocats. Tous les autres cabinets d'avocats, je prends bien sûr des pincettes quand je dis ça, parce qu'il y a des cabinets d'avocats individuels qui ne vont pas proposer les mêmes choses. On a des cabinets d'avocats entre 1 et 10 personnes en droit des affaires qui vont proposer des choses différentes, des cabinets entre 10 et 50, etc. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est des réflexions génériques. Que derrière, il faut bien sûr pouvoir adapter. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tous ces cabinets d'avocats. Sinon, on se fait une formation de 8 heures ensemble, on peut en discuter. Mais ce n'est pas l'objectif de ce soir. Donc concrètement, dans ces cabinets, on ne peut pas payer les collaborateurs 100 000, 200 000 euros entre la première et la 10e année. Donc, il faut pouvoir proposer des choses que vous n'avez pas dans ces cabinets. Parce que sinon, en réalité, derrière, les collaborateurs vont nécessairement aller dans ces cabinets. Si vous proposez une REM tarif UGIA à 47, 50 000 balles annuelles à Paris, bien sûr, je parle de Paris, mais à des tarifs qui sont moitié moins, par exemple, dans la ville dans laquelle je viens, de Nancy, vous ne pouvez pas demander aux collaborateurs qui travaillent nuit et jour. C'est impossible. C'est-à-dire que décemment et intellectuellement, on ne va pas se priver de 50 000 euros annuels pour pouvoir aller travailler dans une autre structure qui nous propose les mêmes conditions de travail. Mais en réalité, vous le savez, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans les cabinets à taille humaine ou dans les cabinets à plus petite taille, on propose une rémunération inférieure. On ne va pas travailler de la même façon. Ça, les collaborateurs, ils sont OK avec ça. Ils le comprennent, ils l'entendent, etc. C'est déjà quelque chose qu'ils ont en tête. Mais il faut qu'on puisse trouver des avantages concurrentiels et des éléments différenciants, ce qu'on appelle la proposition de valeur candidat à destination du collaborateur, offerte par le cabinet, pour que finalement le collaborateur se dise « Putain, ce cabinet-là, je ne le connais pas, il me paye 50 000 euros, mais par contre, j'ai envie d'aller travailler chez lui. » Parce que derrière, il me permet, je vais donner des exemples qui sont gros comme une maison, mais qui peuvent être pertinents pour les collaborateurs, parce qu'il me permet un télétravail 3 jours par semaine. Moi, ça me va bien parce qu'en réalité, ma compagne ou mon compagnon habite à Bordeaux. Je travaille entre Paris et Bordeaux. Je trouve que Paris-Bordeaux, en 2 heures, ça se fait plutôt bien. Donc, en réalité, si j'arrive à rester en télétravail le lundi et le vendredi, je suis d'accord pour aller travailler à Paris ou à Bordeaux le mardi, mercredi, jeudi. Ou éventuellement, je prends un hôtel, je me fais héberger ou quoi que ce soit. Avantage concurrentiel. Si on ne le propose pas dans les gros cabinets d'affaires, c'est une possibilité. Deuxième avantage concurrentiel qu'on peut proposer, c'est de dire, moi, vous savez, je suis associé de cabinet d'affaires. Si vous venez chez moi, je vous aiderai toujours à développer votre clientèle personnelle. Et voilà comment je vais vous aider à le faire. Voilà ce que je vais vous proposer. Vous pourrez bénéficier des locaux du cabinet pour pouvoir recevoir votre clientèle, mais également de mon expérience. Et mon objectif, ça sera pour les dossiers qu'on ne prend pas au niveau du cabinet, que je puisse vous les délivrer. Ça, c'est pas mal comme proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher les avocats qui ont vraiment une âme d'indépendant dès leur plus jeune âge, qui ont vraiment une âme d'entrepreneur et qu'on va pouvoir, entre guillemets, hameçonner grâce à cette proposition de valeur. Donc ça, deuxième avantage concurrentiel que vous pouvez mettre en avant. Éventuellement, il y en existe des centaines, je ne vais pas vous en faire à tort et à cri. Tout dépend derrière ce que vous voulez proposer à votre collaborateur. Troisième possibilité, c'est de dire, en fait, voilà, toi, tu viens au sein de notre cabinet, on ne paye pas la même chose que dans les autres, et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'aider à avancer au sein de ta profession. Que ce soit chez nous ou ailleurs, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que chaque année, on va te donner un crédit à hauteur de 5 000, 6 000, 2 000, 3 000 euros, peu importe, qui va te permettre de te former sur ce que tu veux. Tu as envie de passer ton permis de conduire? Ok, on le paye. Tu as envie de pouvoir faire des cours de chant, des cours de piano? Ok, on le fait. Tu as plutôt envie de te développer sur le business? Ok, on peut aller te faire une formation. Tu as envie de devenir l'expert des beaux commerciaux? Ok, on va te payer les meilleures formations avec les meilleurs. Vous offrez à votre candidat et au collaborateur qui potentiellement va pouvoir vous rejoindre
la possibilité de monter en compétences grâce à ce que vous allez lui apporter au quotidien, mais grâce également à des formations extérieures. Vous pouvez offrir à vos collaborateurs, c'est ce qui se fait dans certaines sociétés ou dans certaines startups, le fait de une semaine tous les 3 mois, que l'ensemble du cabinet puisse aller travailler dans un lieu entre guillemets d'exception. Ce qui se fait dans des boîtes, ce qui se fait aussi dans des cabinets avec lesquels on travaille. Hein. Ils se disent, OK, bah, en fait, tous les 3 mois, on part une semaine et on va bosser, par exemple, d'une villa qui a été louée à Montpellier, ou on va aller bosser à tel endroit. Ou pendant cette semaine-là, bah, en fait, on va travailler la journée, mais le soir, on va aller au théâtre, on va faire un petit atelier de réflexion par rapport au cabinet pour que vraiment le collaborateur puisse s'imprégner de tout ça. Là, vous offrez finalement une vie de cabinet qui est différente de celle qu'on pourrait avoir dans les autres cabinets. Donc, il y en existe des centaines des possibilités. Ça va vous permettre de devenir attractif et d'avoir une proposition de valeur candidat qui est pertinente. Mais derrière, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir donner, entre guillemets, de la visibilité aux collaborateurs. Le collaborateur, il a besoin de savoir où il va, il a besoin de savoir ce qui va être dans 2 ans, il a besoin de savoir ce qui va être dans 5 ans et où est-ce qu'il va aller. Ma compagne, elle est avocate, elle se pose la question de savoir si oui ou non elle va pouvoir devenir associée de son cabinet, quelles vont être les étapes par lesquelles elle va passer, est-ce que dans 2 ans, elle va pouvoir commencer à manager d'autres collaborateurs, des stagiaires, est-ce qu'elle va avoir un rôle qui va être différent au sein de la structure. Ce sont des questions que les collaborateurs se posent. Lorsque j'ai des associés qui me disent « moi, je ne comprends pas, les collaborateurs, ils ne veulent plus devenir associés », ouais, c'est vrai. Il y a certains collaborateurs qui n'ont plus envie de devenir associés, mais qui n'ont plus envie de devenir associés parce que derrière, ils voient leurs associés qui bossent comme des dingues, qui sont sous pression de façon extrêmement fréquente, qui derrière travaillent énormément. Les collaborateurs aujourd'hui, et je peux le comprendre, c'est mon cas, ont peut-être envie d'autre chose. Et ils ont peut-être envie de se dire, putain, moi, si au bout de 15 ans de bar ou 20 ans de bar, oui, je suis associé, oui, je gagne très très bien ma vie, mais c'est pour finalement subir 2 divorces, 3 familles recomposées, le fait de plus avoir de vacances ou le fait de passer des vacances en call, que je sois à l'autre bout du monde ou pas, je comprends qu'ils n'en aient plus envie, ou en tout cas, je comprends qu'ils le mettent entre guillemets, ou je comprends que certains ne le veuillent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on sait ça? C'est pas ça le métier d'avocat. On peut l'exercer de façon différente. On peut prévoir des parcours à destination des collaborateurs qui puissent être différents. On a aussi des associés qui viennent nous dire, OK, moi, en gros, j'ai fait monter des collaborateurs au sein de la structure, mais mes collaborateurs, en fait, ils ne développent pas de clientèle, ils ne rapporteront pas de cash, du coup, on ne va pas pouvoir les passer associés. Donc, derrière, il y a deux possibilités. Soit c'était le deal de base en disant aux collaborateurs, bah voilà, au bout de 5 ans, je veux que tu puisses au moins rapporter 30 000 balles de CA au cabinet ou 100 000 balles de CA au cabinet. Et derrière, s'il n'arrive pas à le faire, bah, au bout d'un moment, il va falloir lui donner les moyens de le faire, lui expliquer comment le faire, l'accompagner là-dedans. Mais s'il n'en est pas capable, alors que vous avez fait tout ça, il faut le sortir. C'est pas compliqué. Si ce que vous attendez, c'est un collaborateur qui soit capable de produire, de monter en technique et derrière de pouvoir devenir associé, c'est-à-dire développer du chiffre au bout de la 5e année, qu'il n'y arrive pas, il faut réussir à le sortir. Si pour autant vous n'avez pas été clair par rapport à ça, que vous voulez conserver le collaborateur et lui mettre un poste qui soit un poste d'associé en service partner ou un poste de counsel sur lequel il pourrait extrêmement bien se positionner, il faut être clair avec lui en lui disant voilà, nous on accepte que tu puisses devenir service partner ou que tu puisses devenir un technicien pur jus, c'est-à-dire que le développement t'oublie, tu t'en occupes pas, tu aimes bien la relation client, tu traites bien nos clients, donc tu vas pouvoir continuer à le faire, mais on sait que tu ne vas pas aller chercher du nouveau business. Donc nous, ce qu'on propose comme deal, c'est un deal qui tient compte de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vas peut-être être moins payé que les autres, tu vas peut-être avoir moins de reconnaissance parce que derrière, finalement, bah, c'est l'associé qui va voir les clients, qui est le plus reconnu, qui est le plus visible, etc. Et par contre, derrière, voilà ce que va être ton job au sein du cabinet. Donc finalement, il faut essayer de repenser. Je vous dis tout ça, je vous donne beaucoup d'exemples, etc. Mais c'est pour vous permettre de vous rendre compte de la complexité, finalement, dont vous avez très certainement connaissance, de ce que peuvent vouloir les collaborateurs en fonction de quels collaborateurs, dans quelles conditions, via quelle échéance, comment finalement on va fonctionner avec eux. Et en fonction de tout ça, ben en fait, on va faire une analyse de tout ce que vous allez pouvoir voir avec vos collaborateurs, de tout ce que vous avez à leur proposer, pour pouvoir se dire, mais en fait, voilà, concrètement, aujourd'hui, ce que j'ai à proposer à mes candidats collaborateurs qui potentiellement pourraient rejoindre mon cabinet d'avocat, c'est telle proposition de valeur candidat avec tel avantage, avec telle rémunération. Le parcours que je vais pouvoir leur proposer pour devenir associé, il va pouvoir se faire en 4 étapes, avec une étape au bout de 2 ans
où il faut que celui-ci devienne meilleur en termes de technique. Mais concrètement, ça veut dire quoi, devenir meilleur en termes de technique? Comment est-ce que derrière, on arrive à l'évaluer? OK, pareil, concrètement, comment on fait? Comment on vérifie qu'il est en capacité de pouvoir le réaliser? Ensuite, au bout de 7 ans, je veux qu'il soit en mesure de pouvoir ramener 200 000 euros de chiffre d'affaires. OK, est-ce que c'est 200 000 euros qu'il fait aujourd'hui en perso, de la clientèle qu'il va apporter au cabinet? Est-ce que c'est de la vente additionnelle sur vos clients existants? Est-ce que c'est de la vente croisée par l'intermédiaire d'autres cabinets? Comment concrètement on va évaluer ce chiffre et comment on va pouvoir dire avec objectivité si oui ou non l'avocat collaborateur a rempli son objectif. Et au bout de 10 ans, pouvoir devenir associé, OK, concrètement, c'est quoi les critères pour devenir associé chez moi? Est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut des compétences managériales? Est-ce qu'il faut avoir un réseau long comme le bras dans le secteur d'activité du luxe parce qu'on travaille en IP-IT et que c'est sur le secteur sur lequel on travaille? Est-ce que c'est avoir la capacité d'être une machine de guerre en process pour pouvoir finalement améliorer les processus du cabinet, travailler sur l'augmentation de la rentabilité, pouvoir analyser les chiffres qu'on a chaque mois ou chaque année, pouvoir travailler en marketing et en communication de façon supérieure à ce que font les autres au sein du cabinet? Concrètement, quels sont les critères pour chaque avocat au sein de votre structure pour pouvoir devenir associé? Il est possible qu'il n'existe pas un seul parcours. C'est-à-dire que nous, on est intervenu dans un cabinet d'avocats, je ne peux pas citer le nom, où derrière, on s'est dit, OK, en fait, il y a un problème avec les collaborateurs, ils sont complètement sous l'eau, ça devient extrêmement difficile pour eux de produire, ils n'ont pas la capacité de développer parce que derrière, ils sont extrêmement pris par le cabinet, ils ont très peu de bande passante. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Qu'est-ce qu'ils veulent ces collaborateurs? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été interviewer l'ensemble des collaborateurs du cabinet. Il y en avait 7. Donc on a été discuter avec eux, on a essayé de comprendre ce qui allait, on a essayé de comprendre ce qui allait pas, ce qui pouvait être de mieux. On en a fait une analyse, on l'a synthétisé et on a pu rendre ça aux 3 associés en leur disant voilà, aujourd'hui, les problèmes qu'il y a au sein de votre cabinet, c'est ça, ça, ça. Ce qui est super au sein de votre cabinet, c'est ça, ça et ça. Donc, pour que vos collaborateurs restent en interne et qu'on puisse aller en chercher de nouveaux, il faut qu'on puisse faire 2 choses. La première chose, c'est qu'on puisse identifier des parcours à destination des collaborateurs qui puissent être pertinents par rapport à leur velléité personnelle. On a créé 2 parcours. 2 parcours qui étaient un parcours de producteur et un parcours de développeur. Le parcours de développeur, le collaborateur devait bien sûr produire, parce que c'est toujours son job, mais devait aussi développer de la clientèle et le cabinet lui mettait des moyens à sa disposition pour qu'il développe de la clientèle, non pas pour lui, ça il pouvait toujours le faire à côté, mais pour le cabinet, soit sur la clientèle existante, soit sur de la clientèle qui était dans la même cible que la clientèle qui était déjà présente au sein du cabinet. Et s'il atteignait ses objectifs, qui étaient des objectifs chiffrés, il avait une rémunération bonus qui tombait, comme un commercial finalement, avec un variable. Pour le producteur, ceux qui ont choisi le parcours de producteur, eux, on leur a mis des objectifs qui étaient relatifs au nombre d'heures qui étaient facturables au sein du cabinet et également au nombre d'heures qui étaient facturées. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'on voulait que le collaborateur puisse se rendre compte qu'en réalité, s'il avait des heures facturables à hauteur de 20 heures par rapport à un deal qui pouvait être accepté à hauteur de 15 heures de travail, il fonctionnait au taux horaire, il fallait que le collaborateur se rende compte que par rapport à ce deal, par rapport aux informations qu'il avait par rapport à l'opération et par rapport au client, commercialement, ce n'était pas possible de pouvoir facturer 20 heures. Et donc, il doit être en mesure de pouvoir s'adapter par rapport à ce que l'associé a vendu au client. Et si ce n'est pas possible, qu'il puisse retourner voir l'associé en lui disant, écoute, ce que tu as vendu, on ne peut pas le tenir. Là, il y a un point extrêmement précis, extrêmement technique qu'il faut qu'on puisse vérifier pour une simple et bonne raison, c'est que sinon, ça peut coûter des millions à l'entreprise. OK, j'ai compris. Je vais retourner voir le client pour pouvoir voir avec lui ce qu'on peut faire. Donc, c'est finalement pour responsabiliser le collaborateur et pour le rendre omniscient par rapport au temps de production qu'il va avoir à faire et à la corrélation entre les heures facturables qu'il va noter et les heures facturées. Donc, ces parcours-là, il faut être conscient qu'on ne peut pas avoir 7 avocats sur le parcours de producteur. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les associés qui soient des machines de guerre parce que derrière, il va falloir qu'on puisse finalement amener énormément de dossiers à destination de ses collaborateurs, alors que l'associé va, quoi qu'il arrive, conserver en grande partie la relation client, la stratégie du dossier, etc. Donc, il faut qu'on arrive à une alchimie là-dedans pour que le rôle des collaborateurs au sein du cabinet soit réparti et que ceux-ci puissent avancer.
Donc, nous, dans les analyses qu'on a faites avec ces associés, il nous fallait 3 développeurs et 4 producteurs. On a réussi à le faire, on a discuté avec eux, on a vu ce qu'ils voulaient, on a vu ce qu'ils souhaitaient. Et aujourd'hui, ces collaborateurs-là sont contents. Ils ont de la visibilité par rapport à leur parcours vers l'association. Ils savent ce qu'on attend d'eux parce que les objectifs sont chiffrés, sont transparents et ils les ont acceptés. Et derrière, ils ont retrouvé goût à venir au cabinet et ils peuvent revenir. Donc là, ça fait 6 mois qu'on a fait cette mission. Aujourd'hui, on a eu il y a 2 semaines les premiers retours par rapport à tout ça et tout va mieux au sein du cabinet. Il y a 2 collaborateurs qui étaient prêts à se barrer. Finalement, ils restent et ils sont contents de rester. On a eu nos calls avec eux il y a un mois. On a eu les retours de l'associé il y a 2 semaines. Ça se passe très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on est intervenu, en fait, c'est juste parce qu'on a trouvé une solution là où il y avait un problème. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le traitement et le rôle du collaborateur, finalement, ce qu'on lui demande de faire, c'est de venir au cabinet, c'est de produire des dossiers et c'est derrière de rentrer chez lui. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Une fois de plus, je caricature. Je sais que ce n'est pas le cas dans vos cabinets, je sais que ce n'est pas exactement comme ça, etc. Mais en tant que tel, ça y ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être uniquement des producteurs et de monter en technique. Il faut leur offrir autre chose à côté. Ce qu'on a mis en place dans un autre cabinet, c'est de dire, OK, donc c'était un cabinet anglais, pas un cabinet du Magic Circle, mais un très gros cabinet anglais. On a des rémunérations qui sont en dessous de celles du Magic Circle, et donc du coup, on était plus compétitif par rapport aux autres cabinets d'affaires. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on va intégrer les collaborateurs au sein de la vie du cabinet, en disant, tu rentres au sein du cabinet, tu n'as pas que de la production à fournir, sur 20% de ton temps, tu as un projet que tu vas prendre en main. Les catégories de projets qu'il y a, ce sont des projets liés au développement du cabinet, à la marque employeur du cabinet, à la vie au sein du cabinet, donc la vie entre les collaborateurs, les associés, aux événements qui peuvent être organisés en interne, tout ce qui était fait pour finalement resserrer les liens entre les différents avocats et les différents salariés du cabinet. Quatrième point, quatrième projet, c'était des projets qui étaient relatifs au process et à la connaissance interne. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place de mieux par rapport à un tout petit point qui a été défini mais qui est donné aux collaborateurs pour que finalement l'information circule mieux au sein du cabinet, que tout le monde puisse retrouver l'information et que tout le monde puisse l'exploiter. Cinquième point, c'était des veilles par rapport à des points extrêmement techniques qui étaient traités au sein du cabinet, avec le collaborateur qui était mis en front une fois pendant les 3 premiers mois de son arrivée, pour pouvoir expliquer un point technique devant la globalité du cabinet. La globalité, ça veut dire les associés, les counsels, les collaborateurs, les stagiaires. On laisse les paralegals, les services support et les services associés à côté de ça, parce que c'était sur des points techniques. Et la sixième possibilité, c'était des projets, entre guillemets, pro bono, donc à impact pour le cabinet, pour travailler sur l'image, non pas la marque employeur, mais plutôt sur la bonne image du cabinet. Ça pouvait être des projets à destination d'œuvres caritatives, ça pourrait être des projets pro bono sur des assos, ça pouvait être des engagements environnementaux du cabinet, ça peut être des engagements pour le droit des femmes dans le monde, ça peut être énormément de choses. Et le collaborateur, lorsqu'il arrive à l'entretien, on lui dit OK, voilà, nous, ce qu'on offre, c'est vraiment la possibilité de s'impliquer de façon concrète au sein du cabinet et de pouvoir faire bouger les choses, même si tu es en première année de collaboration. Là, le collaborateur, il se dit OK, bullshit, je l'ai déjà entendu 1000 fois, etc. On sait ce que ça donne. Et là, il dit non, pour une simple et bonne raison, c'est que dès ton arrivée, tu vas avoir un projet que tu vas pouvoir sélectionner à l'intérieur de ces 6 grands thèmes. Et tu vas nous proposer ton projet en nous disant sur quoi tu veux bosser. À nous derrière de le valider ou de l'invalider. Et ce qui va se passer, c'est que pendant 12 semaines, donc pendant 3 mois, tu vas pouvoir bosser sur ce projet pour que derrière, tu puisses opérer un changement au sein du cabinet. Tu ne vas pas rester dans la nature, c'est-à-dire que tu vas être encadré. L'encadrement va s'opérer en fonction de la structuration du cabinet. Là, en l'occurrence, c'était les services RH, le secrétariat général et le business développement qui s'occupaient de 2 items chacun. Donc, il y a 6 items. Il y avait les RH, le secrétariat général et le business développement. Donc, chacun avait 2 items et suivait de façon, je ne sais plus tous les combien de temps, ils les ont vus 4 fois. Donc, 4 fois sur les 3 mois. Donc, chaque 3 semaines, on avait un point pour voir l'avancée de ce qui avait été fait par rapport au projet, savoir où on en était, savoir ce qui restait à faire, savoir quels étaient les points bloquants pour pouvoir avancer. Là, on n'a pas encore atteint la fin des premiers tests par rapport à ça, mais pour l'instant, on a des retours intermédiaires qui sont très bons, où les collaborateurs, finalement,
une des collaboratrices a signé pour ça. C'est-à-dire qu'elle a vu que c'était important pour elle de pouvoir s'impliquer. Elle s'est sentie impliquée finalement dès l'entretien au sein de la vie du cabinet pour pouvoir derrière finalement porter un projet, alors que c'était une jeune collaboratrice qui était en deuxième année ou en troisième année de collaboration. Elle ne m'en voudra pas si elle écoute ces webinaires. Et derrière, elle est venue pour ça. Et donc là, elle suit son projet, elle travaille sur le droit des femmes, et finalement, elle est super contente de le faire. À l'issue de ce projet, qu'est-ce qui se passe? À l'issue de ce projet, on fait un bilan, on voit ce qui s'est passé, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et là, on redonne un second projet, et ainsi de suite, pour que finalement, les collaborateurs, dès le plus jeune âge, dès leur arrivée au sein du cabinet, ils soient impliqués dans la vie du cabinet. Aujourd'hui, les approches bottom-up, donc le collaborateur finalement qui va monter et qui va pouvoir donner son avis, pouvoir participer aux décisions du cabinet, pas n'importe quelle décision, pas des décisions stratégiques, pas des décisions sur la rémunération, etc. Encore que on peut le voir dans certains cabinets, mais le changement est trop fort. Mais pouvoir influer sur la structure, même à sa petite échelle, c'est super important. Parce qu'en réalité, on donne aux collaborateurs le fait de leur dire tu es important pour moi, tu fais partie de la firme et tu vas pouvoir te développer avec la firme. Ça, c'est une preuve de dingue. C'est-à-dire qu'en réalité, là où on demande dans les autres cabinets d'avocats d'être un producteur, d'avancer avec une bonne ambiance, etc., là, on change le rôle du collaborateur. On lui dit oui, tu es un producteur, oui, ton métier, c'est d'être avocat, c'est de pouvoir aller au contentieux, c'est de pouvoir produire, c'est de pouvoir être sur des missions de conseil. Mais ton rôle au sein de l'activité, c'est aussi de pouvoir la faire changer. Et la faire changer avec ton regard, la faire changer avec tes valeurs, avec tes convictions, avec tes combats, avec tes envies. Et ça a de la puissance. Parce qu'en réalité, ça va vous permettre, vous, en tant qu'associé, de pouvoir comprendre ce qui plaît aux collaborateurs, de pouvoir voir ce qui est important pour eux et surtout de les voir s'épanouir au sein de votre activité. Et on arrive toujours mieux à avoir finalement un impact en termes économiques, je ne parle pas d'impact environnemental ou quoi que ce soit, avec des gens qui vous suivent et qui se sentent impliqués au sein de votre projet, en fonctionnant de cette façon, avec une approche que j'appelle une approche participative, plutôt qu'avec une approche verticale où l'associé donne des ordres directement au collaborateur et le collaborateur exécute. Donc ces éléments-là, c'est des éléments d'exemple, c'est des éléments qui doivent finalement pousser la réflexion par rapport à ce qu'on peut finalement offrir au cabinet. Il faut savoir qu'il y a encore 20 ans de ça, j'ai discuté avec François Kopp, qui est maintenant associé managing partner au sein du cabinet d'Arrois. Lui, il a commencé sa carrière, ou en tout cas, il a fait une bonne partie de sa carrière chez Sullivan & Cromwell. Chez Sullivan & Cromwell, ils avaient une politique dans les années 90, c'était one firm. C'est-à-dire que vous bossiez à New York, que vous bossiez au Brésil, que vous bossiez en France, en Angleterre, à Tombouctou ou à Papette, vous étiez payé la même chose en dollars. C'est-à-dire que vous aviez la même rémunération à New York que vous aviez à Paris. Et derrière, vous avez des bonus. Je crois que le bonus qu'il a touché, il ne m'en voudra pas si je dis ça, était entre 50 000 et 100 000 dollars. Et il était plus proche des 100 000 que des 50 000. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec son premier bonus? Il le raconte dans le podcast, donc vous pouvez aller écouter. Je ne trahis pas de secret de polichinelle. Il s'est acheté une bagnole parce que derrière, le boss du cabinet leur a dit vous me faites pitié avec ces bagnoles. Donc, en réalité, il y a des années, on pouvait faire ça parce que les rémunérations n'étaient plus les mêmes. Parce qu'on avait une vraie approche où, en fait, derrière, dans les énormes cabinets, on payait, on payait, on payait, on payait. Aujourd'hui, si les cabinets américains et les cabinets français ont remonté leur grille de rémunération, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont des difficultés à recruter. C'est parce que derrière, ils ont du turnover qui est important. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas débloquable. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Il y a des modèles qui fonctionnent comme ça et c'est très bien. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les cabinets de conseil. Vous allez chez BCG, McKinsey ou Bain, ou ces gros cabinets de conseil-là, vous verrez de fortes rémunérations, mais avec une implication énorme à destination des collaborateurs. Et ça, aujourd'hui, certains collaborateurs qui sont de très bons techniciens, qui sont de très bons avocats, n'ont plus envie de ça. Ils ne veulent plus ça. Donc, il faut qu'on puisse leur proposer des parcours alternatifs pour une raison simple, c'est que sinon, en fait, ils vont se barrer de la profession. Ils iront ailleurs. Ils iront servir les directions juridiques qui deviennent de plus en plus pertinentes et de plus en plus puissantes en interne, avec de plus en plus de techniques. Ils vont aller travailler dans des fonds d'investissement, ils vont aller travailler dans des fonds de PE, ils vont aller travailler là où on cherche des juristes. Et en réalité, c'est dommage, de votre point de vue, de pouvoir perdre des talents à ce niveau-là. Donc concrètement, pour pouvoir changer les choses, qu'est-ce qu'on fait? En fait, déjà, on se pose et on se demande ce qu'on va pouvoir offrir à ses collaborateurs. Je discutais pas plus tard qu'hier avec un avocat qui disait moi, j'ai des clients à foison, donc ils sont deux associés, ils ont une dizaine de collaborateurs. Ils ont des clients, ils sont obligés de les rebalancer à leurs anciens collaborateurs qui se sont installés
parce que derrière, ils ne trouvent plus personne pour produire. Et quand on discute un peu, on voit finalement que leurs rémunérations, elles sont ultra faibles. Que derrière, les bonus, ils sont incentivés sur rien. C'est-à-dire que c'est l'associé, pas au doigt mouillé, c'est pas vrai, mais de façon subjective, va délivrer un bonus à un collaborateur. Mais ça c'est sur le marché. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a un collaborateur qui cherche, il va pouvoir appeler les collaborateurs qui sont déjà présents pour savoir ce qui se passe concrètement. Il va appeler les anciens collaborateurs qui sont partis de ce cabinet pour savoir concrètement ce qu'on y trouve par rapport au rythme de travail, par rapport à la REM, par rapport à l'ambiance, par rapport au management. Donc, si derrière, vous n'êtes pas, entre guillemets, clair par rapport à tout ça, vous ne pourrez pas avoir des propositions de valeur candidat qui vont être pertinentes. Il faut se poser la question de savoir ce que vous avez envie d'offrir et de ce que vous pouvez offrir aux collaborateurs qui est différent de ce qu'offrent les autres cabinets d'avocats. Donc, on revient à mon point de départ, c'était OK, moi je ne peux pas offrir autant de REM que dans les gros cabinets américains ou anglo-saxons. Je ne peux pas offrir autant enfin, je ne leur filerai pas le même nombre de travail, parce que derrière, finalement, on n'est pas sur le même point. Et donc, c'est très important que ce ne soit pas le cas. Mais concrètement, qu'est-ce que je vais leur offrir de façon significative? Donc là, il faut se poser entre associés et définir ce qu'on appelle la proposition de valeur candidat en fixant des idées qui vous viennent par la tête de choses que vous pourriez offrir. Offrir, ça ne veut pas dire de l'argent, hein. Ça ne veut pas dire nécessairement pouvoir vous mettre à feu et à sang en termes de trésorerie. Ça veut dire réfléchir à des choses qui vont être pertinentes pour vos collaborateurs ou pour les candidats que vous avez envie de faire venir au sein de votre structure. Je donnais des exemples tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut pouvoir faire ce travail. Cette décision-là, il ne faut pas uniquement la faire en tant qu'associé. Il faut pouvoir aller voir vos collaborateurs, discuter avec eux, vraiment faire des plans dédiés pour dire OK, concrètement, pourquoi tu es venu chez nous? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu? OK, tu es venu pour ça. Et qu'est-ce qui te plaît ici? C'est l'ambiance? OK, mais comment on va traduire l'ambiance? Parce que tout le monde dit qu'on a une bonne ambiance, qu'on est précis, brillant, technique, qu'on ne travaille pas comme dans les cabinets américains, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on le prouve ça? Comment est-ce que sur une offre, comment lors d'un entretien, on arrive à prouver ce genre de choses? Donc, on va voir les collaborateurs, on leur pose la question. On leur demande également ce qu'ils auraient aimé avoir de plus ou ce qui serait plus pertinent pour eux. Donc, on demande un retour à son collaborateur pour savoir finalement comment améliorer l'expérience au sein du cabinet d'avocats et pouvoir derrière l'utiliser. Il existe d'autres solutions. Vous pouvez mettre en place pour recruter des politiques de référent à la destination de vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous expliquez à vos collaborateurs, OK, nous, on est en train de rechercher, je ne sais pas moi, un collaborateur en 4e année en immobilier. Si vous ne trouvez quelqu'un, qu'on embauche cette personne après les processus d'entretien et que cette personne passe la période d'essai, on vous file 3 000 balles. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que plutôt que d'aller payer un chasseur, plutôt que de sponsoriser des offres sur LinkedIn, sur Village de la Justice, sur je ne sais pas quel site que vous pouvez voir, en fait, utilisez les forces vives que vous avez en interne. Vous savez, les avocats, vous vous connaissez tous, c'est-à-dire que vous avez fait la fac ensemble, vous êtes sur des deals ensemble, vous êtes sur des contentieux ensemble, vous voyez au tribunal, vous voyez sur des opérations, vous voyez au troquet du coin. En réalité, vous vous connaissez. Donc, si vous dites ça à vos collaborateurs en disant, voilà, nous, on incentive, donc on rémunère le fait que vous nous apportiez quelqu'un, c'est bénéfique à plusieurs égards. Premier égard, vous demandez à votre collaborateur son avis et vous lui demandez de vous trouver des gens avec lesquels il va travailler. Deuxième chose, c'est que le collaborateur, s'il vous recommande quelqu'un, il va vous recommander quelqu'un de bon. Pour une simple et bonne raison, c'est que si ce n'est pas le cas, il engage finalement sa légitimité auprès de vous. Si moi aujourd'hui, bon, c'est un exemple pourri, si un de nos consultants en interne, on lui dit OK, on recherche un nouveau consultant en strat, est-ce que tu connais quelqu'un? Si tu nous trouves quelqu'un, on te file 2500 balles. C'est pas parce qu'on lui file 2500 balles qu'elle va nous ramener tous les mauvais du coin. Elle va nous ramener des gens qui sont bons. Parce qu'elle sait que derrière, elles savent que derrière, et ils savent que derrière, s'ils nous ramènent des gens qui ne sont pas bons, qu'on recrute, on ne va pas leur en vouloir. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, il y aura des processus qui auront été faits, etc. Mais elles et ils vont se sentir illégitimes par rapport à ça. Parce qu'en fait, ils nous ont ramené quelqu'un qui n'a pas fait le taf, qui n'a pas été bon, etc. Et puis, elles engagent quand même leur responsabilité. Comme moi, je recommande quelqu'un et que l'avocat vient me voir derrière en me disant « Ah putain, tu m'as recommandé telle agence de communication, elle n'a pas fait le taf. » Moi, je m'en veux derrière. Je me dis, putain, merde, j'essaie de faire bosser des gens, j'essaie de trouver des solutions. Et finalement, la personne que j'ai recommandée, elle n'était pas bonne. Déjà, je raille cette personne, je ne la recommande plus. Et derrière, je fais tout mon possible pour rattraper ça avec le client à qui j'ai recommandé. Donc, deuxième avantage, c'est celui-ci. Et troisième avantage,
c'est que ça va beaucoup plus vite. Et puis derrière, vous avez des collaborateurs qui se connaissent déjà, parce que s'ils font venir quelqu'un, c'est qu'ils se connaissent et qu'ils s'entendent déjà bien. Et donc, pour pouvoir bosser ensemble, ça sera plus facile. Et donc, c'est moins cher parce que vous le savez, si vous avez déjà fait appel à des chasseurs de tête, un chasseur de tête, c'est très très bien, c'est pas ce que je dis pas le contraire, mais c'est entre 10% pour les plus bas et 30% pour les plus hauts, la rémunération annuelle brute du collaborateur que vous allez pouvoir avoir. Donc, si on est sur un collaborateur mid qui est entre pas 3 et 5 ans d'expérience, que vous travaillez dans un cabinet français entre 10 et 50 personnes, bah, c'est pas loin des 100 000 balles, voire un peu plus que 100 000 balles. Donc en réalité, 30% de 100 000, ça fait 30 000 euros. Donc il vaut mieux verser 3 000 euros à son collaborateur plutôt qu'à d'aller en verser 30 000 à un extérieur qui finalement, bah, une fois que le deal est passé, il est passé. Un collaborateur, si vous lui versez 3 000 euros parce qu'il vous a amené une bonne personne, bah, en réalité, il vous en sera reconnaissant et il n'hésitera pas à refaire la même chose la fois d'après. Donc des possibilités, il y en existe beaucoup. Il faut juste trouver celles qui vont être opportunes par rapport à vous. Et là, je suis en train de vous donner des exemples à la volée et je vous avoue que je ne suis pas du tout le plan que j'avais prévu à la base. C'est du grand Valentin Tonti Bernard, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé, mais bon, vous êtes encore plus de 200 ici, donc c'est que ça doit être plutôt sympa. Derrière, l'objectif, c'est que vous puissiez trouver des solutions et que vous puissiez réfléchir en profondeur à ce que vous allez proposer aux candidats qui vont arriver chez vous pour que finalement, ça colle à leurs attentes et pour que derrière, ils disent putain, ce cabinet, il a compris ce que je voulais. Et donc, du coup, je vais aller le rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'il vous choisira, mais ça veut dire au moins que vous allez pouvoir le recevoir, que vous allez pouvoir faire valoir finalement vos forces, que vous allez pouvoir faire valoir votre cabinet pour qu'il puisse vous rejoindre. Et je le disais au début, hein, c'est-à-dire que le collaborateur est le nerf de la guerre au sein d'un cabinet d'avocats. Les collaborateurs sont finalement ceux qui vont réussir à produire, vous faire gagner du temps et vous faire évoluer. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir avoir une augmentation de votre rentabilité. C'est grâce à eux que demain, vous allez pouvoir gérer plus de clients. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir facturer d'autres deals sur les clients que vous avez déjà. Donc, sans eux, vous n'êtes rien. Sans vous, ils ne sont rien également. Mais il faut réussir à aller les chercher. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vais les prendre avec grand plaisir pour pouvoir vous répondre. Mais vraiment, il faut que vous puissiez poser des questions. Il faut que vous puissiez vous poser les bonnes questions parce que des collaborateurs sur le marché, il y en a. Des collaborateurs qui veulent des choses différentes, il y en a également pléthore. Il faut juste essayer de comprendre ce que eux cherchent et ce que vous pouvez leur offrir. Et dès que finalement, vous savez ce que cherchent, ce que vous pouvez leur offrir et que les deux coïncident, ben, en réalité, il y a un match. J'ai regardé pas plus tard que ce matin les différentes offres qui étaient sur Joby Joba, sur LinkedIn ou sur Village de la Justice. Franchement, elles ne me donnent pas envie, je vous dis la vérité. Derrière, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on voit des grands mots, ce qu'on appelle nous des buzzwords, euh, mais derrière, il n'y a même pas la rémunération. Je ne vous demande pas de mettre la rémunération exacte que vous allez leur payer, mais au moins une échelle de rémunération. Ça permet déjà de filtrer en termes de candidats. Si vous proposez entre 50 et 60 000 et que la personne ne veut pas en dessous de 70 000, elle ne vient pas vous voir. Ce n'est pas grave, ce n'est pas pour vous. Mais si quelqu'un ne vient pas vous voir alors, parce qu'il pense que vous allez payer moins, possiblement, et que derrière, finalement, il se dit oh non, ce cabinet-là, il ne va pas payer autant, etc., je ne vais pas le voir, bah, en réalité, si vous aviez écrit sur votre offre que vous payez entre 50 et 60 000, il aurait sans doute postulé. Si derrière, vous n'expliquez pas que vous permettez 3 jours de télétravail, que vous offrez des formations, que vous offrez un parcours vers l'association clé en main dès le départ, dès le premier jour, que vous permettez l'abord de dossier, que vous rémunérez à hauteur de 10%, bah derrière, finalement, vous perdez des chances de voir des collaborateurs. Les offres, elles sont tristes. Elles décrivent le cabinet, elles décrivent le département, elles décrivent l'associé avec lequel elles vont travailler, mais elles sont que descriptifs. Elles ne vendent pas le cabinet. Il faut réussir à se vendre. Concrètement, quand on recrute, c'est la même chose que quand on fonctionne avec des clients. Il faut les charmer, il faut les séduire, c'est un match. Le collaborateur, il va vous donner une grande partie de sa vie. Donc finalement, il faut réussir dès le départ à pouvoir lui donner des choses qui vont être pertinentes pour lui. Et ça, il en existe des centaines et des centaines. Si ça vous intéresse, sur le site internet d'Anomia, vous allez pouvoir voir, c'est gratos, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. On a mis en place, Caroline Lay a créé, qui est consultante chez nous, a créé un livre blanc qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, les meilleures méthodes pour recruter les talents au sein de vos cabinets d'avocats, ou en tout cas quelque chose d'équivalent. Et elle a détaillé toutes les étapes par lesquelles il fallait passer
pour finalement identifier le profil type qui allait être pertinent par rapport aux besoins que vous avez. Ensuite, réaliser ce que je vous disais tout à l'heure, une proposition de valeur candidat qui va être pertinente. Ensuite, travailler sur le sourcing. Donc, le sourcing, c'est le fait de pouvoir récupérer des CV ou d'aller chercher des candidats qui vont être pertinents pour vous. Comment on fait, comment on fonctionne, est-ce qu'on travaille la marque employeur, qu'est-ce qu'on va aller chercher. Et la dernière partie, c'est sur le process. Là, j'ai discuté avec un collaborateur qui est venu, je ne le fais jamais, mais le mec était tellement sympa que j'ai accepté de le faire. Il m'a appelé, il me dit, écoute Valentin, voilà, j'ai un entretien dans tel cabinet d'avocats, est-ce qu'on peut se rencontrer pour que tu puisses me préparer à l'entretien? Je dis, écoute, voilà, pas de souci, il est client chez nous en plus, donc avec grand plaisir. Et là, donc, je le prépare, on le fait ensemble. J'espère que ça lui a été utile, je pense que oui. Et il m'appelle donc après son entretien, il me dit, écoute, voilà, ça s'est bien passé, mais les mecs m'ont fait attendre une demi-heure. Et il m'a dit, du coup, je ne sais pas si je vais y aller. Parce qu'en fait, on me fait attendre une demi-heure. Je trouve que ce n'est pas correct. Ils ont décommandé le deuxième entretien. Ils l'ont tenu au courant 15 jours après pour aller au deuxième entretien, alors qu'il lui avait dit qu'il le tenait au courant 2 jours après. Si vous voulez, ça peut être rien, ça peut paraître comme étant rien. Mais en réalité, ça en dit beaucoup sur un cabinet. Ça veut dire qu'en réalité, on ne respecte pas les futurs candidats qui vont venir travailler avec nous. Et ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est comme si prenez le parallèle avec un client. En réalité, un client, si derrière vous lui dites, écoute, client, dans 2 jours, je t'envoie la proposition d'honoraire et que vous lui envoyez dans 15, bah, en réalité, le mec, il est déjà parti, il est déjà ailleurs. Et si vous faites ça pour, par exemple, un bail commercial que vous devez rendre et que vous lui dites, je t'envoie le projet de bail le 10 février et qu'il le reçoit le 14, bah, en réalité, il y a un problème. Il ne va pas être content. Et ça ne vous viendrait même pas à l'idée de faire ça à destination d'un client. Mais pourtant, certains d'entre vous, une fois de plus, pas de généralité, ce n'est pas le cas pour tout le monde, vous le faites à destination des collaborateurs. Et c'est une image de merde qui est renvoyée, pardon pour l'expression, mais pardon pour le mot, mais c'est une mauvaise image qui est renvoyée de vos cabinets, parce que les collaborateurs, ils parlent entre eux. Les taux de départ dans les gros cabinets d'affaires, c'est 2 ans, 2 ou 3 ans. Donc derrière, ils changent de structure, ils vont dire, ah bah moi, je suis allé chez X, je suis allé chez Y, voilà comment c'est passé, ça c'était super, ça c'était naze, regarde comment ils m'ont traité, regarde ce qui s'est passé, etc. Et donc on le sait, c'est-à-dire que ce collaborateur-là que j'ai vu, il me l'a dit déjà à moi, mais il a dû le dire aussi à d'autres personnes. Et alors que le cabinet est très très bien, les associés sont très bien, d'ailleurs j'en connais un des deux, bah, en réalité, ils ont fait mauvaise impression à ce collaborateur parce que derrière, ils n'ont pas été respectueux à son égard. Et ça, c'est vraiment super important. Donc la dernière partie de ce livre blanc, de ce guide méthodique, parce qu'on a changé de nom, est destinée au process de recrutement pour que derrière, il y ait un process clair établi, avec des mails pré-rédigés, avec des trucs qui permettent finalement de suivre l'avancée du cycle du candidat vers le parcours de recrutement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas penser le rôle du collaborateur, le rôle actuel, sans penser à ces problématiques de recrutement. Pour une simple et bonne raison, en fait, hein. C'est que s'il n'y avait pas de problème, si le marché était en tension, n'était pas en tension pardon, au niveau des collaborateurs, que tout le monde pouvait recruter en un tour de bras, en un coup de cuir à peau, je vous dis la vérité, je ne vous en aurais même pas parlé. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'on a du mal à recruter, c'est parce que beaucoup d'avocats, je crois que les dernières statistiques qui ont été sorties par CPO ou par Village de la Justice, c'est 50% de la profession l'a quitté au bout de 10 ans. Bah, c'est en partie, pas exclusivement, mais en partie à cause de ces choses-là. Et donc en réalité, pour pouvoir recruter, bah, il faut pouvoir se remettre en question, repenser le rôle du collaborateur, lui offrir des choses différentes que ce qu'il a pu connaître actuellement, et derrière, pouvoir lui créer une vraie expérience au sein de votre activité. Quand nos consultants viennent bosser chez nous, bah, en fait, derrière, ils ont le sourire aux lèvres, ils ne font pas des horaires de malade, ils sont bien payés, et derrière, ils sont contents d'être là. Bah, en réalité, c'est pour ça qu'ils sont contents, et c'est pour ça que quand on recrute, bah, ils vont chercher des gens, ils vont nous proposer des personnes, ils vont participer avec nous, ils restent tard avec nous. On a fait une crémaillère là, par rapport à nos clients de la formation Boost. Bah, en réalité, ils sont chacun restés, même les stagiaires, si des gens de l'URSSAF ou je ne sais pas qui regardent ça, mais à coup pas, ce n'est pas de notre faute, ils étaient très contents d'être là, ils sont restés jusque minuit avec nous. Alors que derrière, ils auraient dû se barrer à 19h. Ce n'est pas les boss de la boîte. Et pourtant, ils sont restés parce que derrière, ils croient au projet parce qu'ils sont engagés. Et ce n'est pas parce qu'on est une jeune entreprise que ça peut se passer comme ça. Dans vos cabinets, ça doit aussi se passer comme ça. Les gens doivent pouvoir se battre avec vous et pour aller dans la même direction. Mais pour ça, il faut derrière leur offrir finalement ce qu'ils attendent. OK? Donc concrètement, ce qu'on a dit ce soir, c'est beaucoup de choses. C'était très diffus et je vous prie de m'en excuser. J'espère que ça a été pertinent. Je vais maintenant prendre vos questions. Mais en gros, conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a le rôle des collaborateurs qui est à revoir. Il faut qu'on passe d'un aspect exclusivement productif
à un aspect où le collaborateur va pouvoir s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans la vie du cabinet. Il faut qu'on leur propose des choses qui sont différentes d'une simple rémunération contre une production, en leur proposant des avantages concurrentiels, notamment pour les des avantages candidats qu'ils n'ont pas au sein d'autres cabinets, qui peuvent être bénins, mais qui finalement auront un impact. On va également retravailler sur nos offres pour que les collaborateurs qui sont en demande de changement de cabinet d'avocat ou en demande de leur première collaboration, que ceux-ci puissent savoir concrètement, en lisant votre offre, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils vont trouver au sein du cabinet et comment on va pouvoir y aller. Et pouvoir définir ce qu'on va offrir aux candidats, il faut finalement qu'on puisse parler avec nos collaborateurs, qu'on puisse se dessiner entre associés et qu'on agisse. Parce que parler, c'est bien, mais il faut agir. Et donc ça, c'est vraiment ultra important. Donc, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je prends maintenant vos questions. Donc, je suis désolé, je suis quasiment aveugle. Donc, je vais couper la caméra pour éviter que vous voyez mon espèce de mono-sourcil qui est juste ici. Et je prends vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez, pardon, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez y aller, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Alors, les questions, est-ce qu'on a des questions? Eh bien, écoutez, on n'a pas de questions. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.